bien, mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en cette matinée du 16 mai pour 1h30 de direct. Alors, cette matinée, nous allons revenir nous allons revenir en compagnie des étudiants en pharmacie sur leurs activités en ces temps de confinement, donc en ces temps quand même de conjoncture assez difficile où les gens se posent beaucoup de questions et pourtant on a du mal un petit peu à avoir l'information, d'autant plus que les fake news font ravage en ce moment. Donc une représentante de la CEPA, de l'association des étudiants en pharmacie d'Alger sera parmi nous pour nous parler de toutes donc les activités de solidarité déjà, mais aussi les activités qu'ils font au niveau donc des réseaux sociaux à travers des webinars pour répondre à toutes les questions donc concernant le confinement, concernant le Covid, mais bien d'autres thématiques qui sont aussi importantes. Il ne faut pas oublier que le Covid est là et pourtant la vie en parallèle continue avec toutes ces difficultés et donc la CEPA est là pour répondre à toutes les questions. Alors, vous le savez, les 10 derniers jours de Ramadan sont des jours donc très particulier pour la communauté musulmane, une tradition très particulière et donc perpétuée durant donc ces 10 derniers jours. Il s'agit bel et bien de la circoncision. Alors en ces temps de confinement, en ces temps de conjoncture assez difficiles, bien entendu, il faut prendre des précautions très drastiques afin de préserver et surtout d'assurer la sécurité et la santé de l'enfant. Donc une chirurgienne sera parmi nous pour nous parler de ces mesures de circoncision donc pour la protection de l'enfant. Alors vous le savez, nous sommes en plein printemps et il y a justement alors ce qui donc marque le printemps, c'est plutôt les oiseaux migrateurs et un oiseau particulièrement, le martinet noir, qui va nicher, il a commencé déjà à nicher ces temps-ci donc en Algérie. Et la particularité donc de cet oiseau, c'est le fait qu'il reste en vol pendant 10 mois sans qu'il touche la terre. Aujourd'hui, alors non seulement il niche donc dans des endroits particuliers, mais avec le confinement, la nature reprend un petit peu ses droits. On le retrouve d'ailleurs dans les villes. Et aussi, donc on parlera aussi de toutes ces fausses informations et ces informations erronées qui tournent autour de cet oiseau. Ce sera en compagnie de l'un des représentants, donc de l'aménagement forestier. Voilà, alors une belle observation a été faite cette année durant le mois de Ramadan. Il s'agit du gaspillage. Alors cette année, des statistiques montrent qu'il y a eu beaucoup moins de gaspillage que d'habitude, particulièrement dans la consommation du pain. Et justement, le représentant de l'association des consommateurs algériens sera parmi nous pour nous éclairer encore plus sur cette prise de conscience, on va dire, des Algériens, donc à consommer moins, à gaspiller moins surtout. Voilà donc, et puis Jalil Miraska aussi sera parmi nous par téléphone. Lui, il va nous éclairer, parce que vous le savez quand même que Ramadan tire à sa fin. Donc après Ramadan, les activités reprennent, particulièrement les activités sportives. Et Jalil Miraska, justement, il va nous éclairer sur cette reprise petit à petit, sans brusquer le corps, sans brusquer l'esprit. Comment doit-elle se faire? Et ce sera donc Jalil Miraska qui répondra à cette question. Alors en attendant de retrouver notre premier plateau, en compagnie donc de la représentante de la CEPA, l'association des étudiants en pharmacie d'Alger. Là, je vous propose de regarder ce reportage sur les ventes en ligne. Alors, vous le savez, les ventes en ligne, en ce moment, ça se développe beaucoup, surtout avec le confinement, surtout avec les fermetures des magasins. Donc, c'est une activité qui prend quand même de plus en plus d'ampleur à la bonne heure des familles, d'autant plus avec l'approche de l'Aïd. Donc, c'est un reportage signé Yamina Saïdi. On se retrouve juste après. Le coronavirus a radicalement bouleversé les habitudes de consommation des Algériens. Le système de drive et la livraison à domicile explosent depuis le début du confinement. Une façon simple et rapide pour effectuer ses courses sans prendre de risques. Vous pouvez soit commander sur le site web ou de façon beaucoup plus simple en allant sur votre smartphone. Et ensuite sur l'application, vous trouverez toutes les fonctionnalités pour pouvoir commander comme dans un supermarché. Et nous essayons de répondre à cette confiance que les Algériens placent en nous. Une sorte de magasin en ligne qui propose une large gamme de produits. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le consommateur ne paie rien au change, tout en évitant les bains de foule. Si jamais vous changez d'avis ou si jamais il y avait un problème avec le produit que nous vous avons livré. Et depuis la crise, nous avons mis une nouvelle mesure en place, c'est que nous déplaçons chez vous pour venir récupérer le produit. Nous comptons lancer assez rapidement le e-payment. Et c'est une des mesures pour répondre justement à la crise actuelle.
L'Algérie se dirige vers le développement d'une économie numérique, un paramètre très important, nous explique l'expert. L'explosion de nombre de sites internet, d'épiceries qui sont en train de proposer leurs produits sur internet, pour l'instant avec du paiement à la livraison, mais qui gagnerait à être, on va dire, renforcé avec un paiement électronique accessible à tous. Alors que les activités de certaines entreprises sont en baisse ou à l'arrêt à cause du Covid-19, les indicateurs de cette entreprise sont au vert. En termes de développement géographique, nous allons ouvrir 4 nouvelles wilayas dans les 10 prochains jours pour arriver à 24 wilayas desservis. Et assez rapidement, d'ici 2-3 mois, nous devrions atteindre 30 wilayas. Elle affiche même une croissance exponentielle et a de plus en plus de clients fidèles, notamment grâce à la garantie de la sécurité des transactions électroniques. Et voilà, donc c'était les ventes en ligne. C'est un reportage donc signé Yamina Saïdi. En cette matinée, je voudrais faire un coucou à notre ami et collègue et confrère HKM, donc Hakim Lefkoum, qui lui n'a pas manqué justement à 4h moins 10 du matin à rappeler tous les auditeurs de notre rendez-vous de Bonjour d'Algérie. Merci à toi Hakim. Voilà, alors pour le premier plateau, nous recevons Wiham Khoudir. Bonjour Wiham. Bonjour. Alors Wiham, vous êtes responsable donc des relations extérieures au niveau de l'association donc des étudiants de pharmacie d'Alger. En effet, merci pour l'invitation. Donc vous êtes parmi nous ce matin. Alors nous avons déjà reçu vous-même déjà et puis reçu vos collègues parce qu'il faut dire que vous êtes très active en ces temps de confinement. Donc l'association, bien que c'est une association qui travaille beaucoup plus sur terrain, donc avec confinement, vous n'avez pas arrêté vos activités, bien au contraire. Donc vous êtes très présent. Donc en effet, on est une association qui est très active dans le domaine de la santé publique et on organise tout au long de l'année des campagnes de sensibilisation, comme vous l'avez dit, sur le terrain, donc au niveau des endroits publics, à savoir la Grande Poste, les stations de métro, etc. Avec le confinement, comme vous savez, on ne peut pas sortir, on ne peut pas parler à la population, donc dans le respect des règles de confinement, notre activité s'axe principalement sur les réseaux sociaux. Donc dans cette perspective, on organise plusieurs activités, comme je l'ai dit, à savoir des webinaires, des lives Facebook en direct, traitant différents sujets, comme les sujets qui font un peu partie de notre quotidien, surtout avec le Covid-19, à savoir le sommeil, l'immunité, répondre aux questions de la population. Par exemple, je cite quelques exemples. On a traité le sujet de l'immunité et le Covid-19, donc avec l'approche du Ramadan. Alors, il faut rappeler, Wiham, que tous les webinaires que vous faites, vous faites toujours appel à des professionnels de la question. En effet, on invite des médecins, des spécialistes de la santé qui répondent généralement présents à nos invitations et qui nous soutiennent dans notre initiative. Donc, on aborde dans nos webinaires différentes questions, différents aspects du sujet. Donc, comme je l'ai cité auparavant, on a traité l'immunité et le Covid-19. Donc, avec l'approche du Ramadan, on se pose certaines questions vis-à-vis du virus. Est-ce que, lorsqu'on jeûne, est-ce que notre immunité est influencée par cet acte, etc. Il faut dire aussi que le mois de Ramadan, tout le mode de vie change. Exactement, donc notre sommeil est perturbé, notre programme est perturbé, on n'arrive pas à s'organiser. Donc justement dans ce cadre, on a organisé 2 webinaires. Le premier a traité, comme je l'ai dit, l'immunité et le jeûne. On a fait appel à une spécialiste de la chose. Le deuxième webinaire a traité beaucoup plus l'aspect qui concerne le sommeil, le cycle de notre sommeil, comment organiser son temps, comment ne pas s'éparpiller dans ces tâches, parce que il est important de savoir que passer d'un mode de vie actif à un mode de vie totalement confiné, pour certains, c'est pas très évident pour s'organiser, pour être productif surtout. Donc on rappelle que ça s'est fait d'une manière brutale, quand même. Il n'y a pas eu de transition, donc de manière brutale. Les gens qui sont très dynamiques, j'imagine que ça a été peut-être un petit peu difficile l'adaptation. Exactement, donc ça nous a pris un peu au dépourvu, on s'est retrouvés pour certains totalement confinés, donc pas actifs du tout. Et c'est important de garder un rythme régulier, garder un sommeil régulier. Et puis il faut savoir qu'avec cette période, on a affaire à une angoisse et on a affaire à des inquiétudes, une angoisse omniprésente.
dans notre quotidien et c'est pas facile à gérer pour certains. C'est peut-être même très difficile. Oui. Donc, il est important de savoir gérer son temps, comprendre la psychologie de la chose, etc. Et c'est ce qu'on a abordé durant nos webinaires. Il faut savoir également que durant ces lives, il y a ces lives qui sont publics évidemment. Il y a la population qui peut poser ses questions en commentaire. Donc c'est interactif. Exactement. Donc, lors de la session, il y a un modérateur de notre association récolte les questions durant tout le live et à la fin, on a une séance de débat avec nos spécialistes qui abordent la question, enfin les questions posées par les citoyens et qui répondent en direct, voilà, pour rassembler un maximum d'informations. Donc, on a abordé ce côté de la crise, mais aussi on reste actif dans d'autres sujets de la santé publique, à savoir la santé, récemment par exemple, la santé des femmes enceintes. Elles sont tout aussi concernées par cette crise. Très donc, vulnérables aussi. Exactement, à la situation les plus actuelle. sujettes à des manifestations graves de la chose. D'accord. Donc, Alors, je pense que c'est ça. Donc, c'est cette affiche-là que vous avez mis à votre niveau. exactement, Donc, au donc niveau c'est de votre page Facebook. Exactement. Donc, la campagne s'est déroulée en 2 parties. Le premier webinaire a traité la période pré-accouchement, donc tous les gestes à éviter durant la grossesse, comment faire face à l'angoisse, le rôle du père, etc. Il a été animé par 2 spécialistes. 2 spécialistes, une gynécologue et une spécialiste de l'hypnose. L'affiche qu'on voit là tout de suite, c'est l'affiche du 2e webinaire qui a traité la période post-accouchement. Donc, comment vivre sa maternité, comment se déroule l'accouchement et comment bien le vivre aussi. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui concerne la femme enceinte et les nouvelles mamans. Aussi, sur les pages, on a publié un formulaire. Donc là, c'est une autre affiche que nous sommes en train de découvrir. Vous avez, là, c'est la rubrique Coronacez-vous. Donc, en fait, avec la crise sanitaire, on a constaté que la plupart des personnes, une grande majorité, de la population n'est pas assez informée quant au Covid-19. Alors, on rappelle surtout, Anne, que les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant, donc c'est tout le monde qui écrit. Alors, il n'y a pas toujours les bonnes informations non plus. Hein. Il y a beaucoup de fake news, beaucoup de fausses informations qui circulent, et les gens, donc, il y en a ceux qui croient à ces fausses informations, d'autres qui se retrouvent un petit peu perdus. Et donc, j'imagine que votre rubrique vient tombe à pic finalement pour répondre, pour éclairer un petit peu sur tous ces fake news. Exactement, donc c'est vrai que beaucoup de personnes ne font pas confiance à toutes les informations qui sont divulguées sur les réseaux sociaux. On a même des questions, est-ce que vos sources sont fiables? Voilà. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce que c'est pas évident de publier des informations pareilles, c'est quand même très important, c'est une crise qui a une grande ampleur. Donc il faut savoir qu'on consulte nos professeurs et des médecins, des spécialistes de la chose avant de publier ces informations. Voilà. Elles sont validées et vérifiées. Et puis, on se permet de les mettre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Il faut savoir que c'est très précis. Alors, mais sinon, on rappelle que c'est vrai que nous sommes en train de passer par une conjoncture difficile, mais la vie en parallèle continue. Et vous traitez quand même des sujets des sujets d'actualité, pas seulement qui ont trait au Covid, mais d'autres sujets comme celui-ci, par exemple, donc, qui concerne le tabagisme. Exactement. Donc, tout ce qu'on a traité par rapport au Covid est consacré à une équipe spéciale confinement, mais il faut savoir qu'on continue notre activité dans le cadre de la santé publique. Comme on le voit ici, on a traité le sujet du tabagisme et aussi comment les fumeurs sont plus exposés à ce virus, comment ils sont plus vulnérables. Donc, alors là, c'est un double problème pour eux. Donc, ils sont vulnérables par rapport au virus. Et puis, avec Ramadan aussi, il y a beaucoup de personnes qui vivent mal le jeûne. Donc, exactement, d'autant plus qu'ils ont des problèmes respiratoires plus que le reste, enfin, que les personnes non fumeuses.
Donc voilà, ils sont plus vulnérables face à ce virus. Aussi, toujours dans le cadre de la santé publique, il y a la journée mondiale de l'HTA, donc l'hypertension artérielle et le diabète, le 17 mai. Donc on prévoit aussi la publication d'informations, de rubriques informatives en ce qui concerne ces maladies. Il y a également la campagne pharmacovigilance et résistance aux antibiotiques, le danger de l'automédication. C'est le plus grand problème. Hein. Donc, exactement. C'est vrai que la population, pour un oui, pour un non, on va s'attaquer, on va s'adonner à l'automédication. Et donc, c'est ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles finalement à traiter par la suite. Exactement. Donc, il faut sur le plan médical. En effet, c'est un phénomène qui est très répandu dans notre pays, l'automédication, la prise d'antibiotiques à tort et à travers. Donc, on peut développer des résistances et à long terme, ça ne sera plus efficace sur nos infections. Donc, c'est ce qui va être traité en fin mai. Vers le 27 mai, il y aura une campagne spéciale, enfin une campagne dédiée à ce sujet, qu'on va traiter avec des rubriques informatives, des publications, comme vous avez pu le voir, concernant le tabagisme. Voilà. Mais sinon, c'est sur quelle fréquence que vous organisez vos webinaires? En fait, il y a une équipe spéciale. Il faut savoir qu'au sein du volet santé publique, il y a plusieurs équipes. Il y a ce qu'on appelle des comités. Donc, chaque comité a un projet à développer. Il a une équipe spéciale qui se charge de ce webinaire. Donc, par exemple, le webinaire Immunité et Jeunes, il y avait une équipe spéciale qui s'est chargée de ça. En parallèle, il y a une équipe spéciale qui prépare la campagne santé et celle de mon bébé. Donc ça se fait simultanément. On contacte les médecins, les spécialistes de la santé. Et généralement, on le fait avant afin d'assurer une certaine régularité. Donc, étant donné que ce n'est pas un seul groupe qui travaille sur ça, on se permet d'avoir des webinaires chaque semaine, chaque 2 semaines, donc à une fréquence assez régulière et assez, je dirais, fréquente. Fréquente. Donc, voilà, on a plusieurs équipes qui travaillent sur ça, il y a un travail acharné qui est effectué au sein du volet. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des publications assez régulières, assez fréquentes et d'être surtout présents sur les réseaux sociaux en cette période de confinement. Généralement, c'est à quelle heure les rendez-vous que vous donnez donc aux internautes? Donc avant le ramadan, on faisait ça vers 20h. Généralement, on le fait en soirée, enfin en début de soirée, en dehors du ramadan. On sait que durant la journée, il y a des personnes qui travaillent toujours, donc on ne peut pas toujours rassembler tout le monde. Nos publications se font généralement en après-midi, toujours en dehors du ramadan. Après, avec l'arrivée du mois sacré, on s'est adapté. On sait que pendant la journée, on ne peut pas rassembler un grand monde. Donc nos webinaires se font généralement vers 22h. 22h, c'est 21h36, c'est très tôt. Mais généralement, c'est 22h et ça dure à peu près 1h30, le temps de faire le tour du sujet et d'être... Puis de répondre aux questions, parce que vous avez dit que c'est interactif. Exactement. Donc, à la fin de chaque webinaire, on a une séance de débat avec les spécialistes. Car durant le webinaire, il faut savoir que lorsque nos spécialistes parlent, il y a des personnes qui regardent et qui posent des questions, qui veulent savoir surtout. Ils profitent du fait qu'ils ont un spécialiste de la santé en face d'eux. C'est pas tous les jours qu'on... En fait, il y a un contrat de confiance finalement qui se crée carrément entre l'internaute et les webinaires et les Exactement. Et on voit qu'une grande partie de la population est très curieuse et veut savoir certaines informations. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont assez conscients vis-à-vis de notre situation et qui veulent rassembler un maximum d'informations pour se protéger, pour se préserver du virus. Et donc voilà, à la fin de chaque session, on débat sur les questions, sur les sujets. Et voilà, on essaye de couvrir un peu les questions de tout le monde, on essaie de répondre. Alors, les webinaires que vous proposez donc, de façon périodique, on a vu, et puis en soirée, est-ce qu'ils sont ouverts à tout le monde ou vous ciblez une population particulière? Donc, ils sont ouverts à tout le monde, justement. Dans ce cadre, il y a une équipe spéciale, le comité relations externes, qui est chargé de partager ces publications sur tous les groupes et pages possibles afin d'avoir un maximum de visibilité sur le sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque aspect de ces campagnes, chaque aspect de ces événements sont traités par des équipes qui se chargent de cette
partage. Donc voilà, on les partage sur des groupes publics, des pages, c'est ouvert à tout le monde et c'est justement ce qu'on vise d'ailleurs. On vise un maximum de personnes, on vise un maximum de familles, de toute catégorie de personnes aussi, à savoir, enfin, on essaie aussi de vulgariser l'information scientifique durant nos webinaires parce qu'il faut savoir qu'on a affaire à tout le monde. C'est important de divulguer des informations qui soient accessibles, qui ne soient pas trop techniques pour les personnes qui ne sont pas du domaine. Vulgariser surtout. Exactement. Donc voilà, nos webinaires visent absolument tout le monde. D'ailleurs, on essaie d'inviter un maximum de personnes à nos webinaires afin de sensibiliser un maximum, enfin une grande partie de la population, à l'image de ce qu'on faisait en dehors de la crise. Hein. C'est exactement la même chose. On essaie en fait justement de reproduire ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, on fait ce qu'on peut parfois. Parfois, il y a des problèmes de connexion, il n'y a pas assez de monde, mais voilà, on essaie de s'adapter à la situation. Alors, on rappelle qu'en temps normal, vous sortez carrément sur terrain, vous installez, vous abordez la population de façon, donc face-to-face, de façon directe. Alors, Wiam, l'accès à tous ces webinaires sont gratuits? Bien sûr, c'est gratuit, c'est public. Il suffit juste d'aller sur la page ACEPA, sur la page Facebook ACEPA, donc ASEPA, voir les affiches parce qu'en fait, avant chaque webinaire, on publie l'affiche, on publie l'heure, la biographie des personnes qui seront présentes, donc la population, pour les plus curieux, peuvent même se documenter. Beaucoup de transparence, beaucoup de visibilité finalement. Exactement, tout est sur la page. Comme je l'ai dit, il y a les affiches, le nom des personnes, leur spécialité, leur biographie, donc les personnes les plus curieuses peuvent se documenter à propos de ça, le sujet, le thème, et voilà, on vous donne juste rendez-vous à travers l'affiche et il suffit par exemple à 22h, on rentre sur la page, on clique et on regarde le webinaire, c'est aussi simple. Voilà, mais sinon vous avez une idée de la catégorie des personnes qui vous suivent? Donc, comme je l'ai dit, l'équipe qui est chargée de partager les publications sur les groupes, donc il y a des groupes par thème. Sur Facebook, il y a un groupe dédié, par exemple, aux étudiants en pharmacie, à l'industrie pharmaceutique, un autre groupe dédié aux femmes enceintes, un groupe dédié à la cuisine. Il y a toutes sortes de groupes qui traitent divers sujets. Donc, on les partage partout parce qu'on est tous concernés. Ça ne concerne pas que les personnes du domaine scientifique ou bien du domaine médical, etc. Donc, on a affaire à toute catégorie de personnes. Par exemple, dans le cas de la campagne santé publique de Ma santé et celle de mon bébé, donc, qui a traité le sujet des femmes enceintes, on a ciblé beaucoup plus les groupes qui réunissaient en fait les femmes enceintes, les femmes, mamans, voilà, les nouvelles mamans, les bébés, etc. Donc on les a ciblés, mais on n'a pas épargné les autres groupes. C'est vraiment public. On essaie de couvrir toutes sortes, enfin toute catégorie de personnes. On essaie d'atteindre tout le monde. D'accord, mais sinon vous avez une idée des statistiques, par exemple, combien de personnes vous suivent durant ces webinaires? Donc durant ces webinaires, oui, en effet, le webinaire d'hier a atteint 7200 vues, 7200 vues dans 200 personnes en temps réel. 200 personnes en temps réel. Généralement, ça va de 160 vues à 200 vues durant le webinaire en une seule fois. Mais sinon, pour la visibilité, ça a atteint les 7000, 8000 vues. Quand même. Voilà, donc oui, c'est partagé sur énormément de groupes. Il faut savoir qu'aussi la page a près de 25 000 followers, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc on essaye d'avoir plus d'ampleur pour atteindre plus de monde. C'est notre but en fait, c'est atteindre un maximum de personnes, sensibiliser un maximum de personnes. C'est très important, surtout en particulier durant cette période. Mis à part ce qu'on fait d'habitude, cette période est particulièrement délicate pour la population. C'est là que notre activité doit être maximale en fait. Alors pour clôturer peut-être notre débat, on rappelle quand même que l'ACEPA a lancé une campagne de solidarité en ces périodes, particulièrement pour l'Aïd, n'est-ce pas? Exactement, donc dans le cadre du volet action humanitaire, parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs volets. Pas que la santé publique, pas que la santé publique, en fait, elle est prise en charge. Exactement, donc la santé publique, c'est le volet phare, si vous voulez. Donc, mais il y a le volet action humanitaire.
dans lequel on organise des campagnes, des appels aux dons, pardon. Donc on l'a fait pour le mois de Ramadan et à l'approche du mois de l'Aïd, on a lancé une campagne appel aux dons sur notre page Facebook. Donc pour les plus généreux, pour les personnes qui souhaitent aider en cette période de crise, surtout en cette période de crise, vous pouvez trouver sur notre page l'affiche consacrée à cette campagne avec tous les besoins des familles démunies et avec des numéros de téléphone à contacter. Donc le coordinateur chargé de cette campagne, encore une fois, c'est une équipe qui se charge de ça. Donc on rappelle que la CEPA est organisée en forme d'entreprise. Hein. Exactement. Très bel organigramme, très logique. Exactement, donc chaque volet est subdivisé en comités. Chaque comité a une tâche bien précise, une équipe qui travaille sur cette tâche. Et voilà, donc dans le cadre des actions humanitaires, on a un appel aux dons pour l'Aïd. J'invite d'ailleurs tout le monde à consulter cette affiche sur notre page Facebook. Alors pour vous contacter, oui Anne. Donc on est très actif sur les réseaux, on répond à tous les messages. Donc il y a notre page Facebook ASEPA, ASEPA. Qui est public. Vous pouvez envoyer un message, commenter les publications. On a encore une fois une équipe spéciale qui répond aux messages, qui répond aux commentaires, qui est très interactive avec la population. Cette tâche est prise en charge. Sur Instagram, pour les utilisateurs d'Instagram, c'est ASEPA Alger, donc ASEPA LG. LG sur Instagram, sur LinkedIn aussi, ASEPA, tout comme Facebook. Et voilà, donc vous trouverez toutes les informations, les numéros de téléphone dans le cadre de la campagne. C'est très facile à contacter. Voilà, merci beaucoup Anne je vous remercie pour tous ces éclairages et pour tout le travail que vous faites. Bravo vraiment à toute l'équipe pour tout ce beau travail que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin donc, pour apporter toutes ces informations. Et puis on vous souhaite beaucoup de courage et très bonne continuation dans votre noble mission. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Et puis ça aide quand c'est très merci bientôt. Beaucoup. Voilà, c'est pour très bientôt. Voilà. Donc, alors on reste toujours sur le volet de la santé et de la santé publique. Comme je vous le disais en début d'émission, ces 10 derniers jours sont des jours très prisés et très particuliers pour la population musulmane. Donc, c'est là où les gens vont procéder à la circoncision des enfants, particulièrement les Tsbaha Bachrin, donc la nuit du destin. Et pourtant, donc, beaucoup de conditions et de mesures préventives à prendre en cette période très particulière. Mais avant de retrouver donc notre spécialiste chirurgienne qui va nous parler donc de cette procédure, un petit tour au niveau de Constantine, donc à l'est du pays, pour voir un petit peu la prise en charge des enfants au niveau de l'hôpital de Constantine en ces temps de Covid-19. À tout de suite. Ce qui n'était qu'un rêve est devenu réalité pour la prise en charge des enfants malades, puisque le service de réanimation pédiatrique, l'unique à l'Est algérien, a ouvert récemment ses portes à l'hôpital pédiatrique d'El Mansoura à Constantine, avec un équipement neuf, moderne et répondant aux normes internationales. الوحدة هذه كانت واجدة عندها من 2015 وما قدرناش نحلوها في النقص تاع الطاقم الطبي ولا الطبي وشبه طبي كان عندنا نقص دونك ما قدرناش نحلوها كي جات هذا الظرف الحالي هذا المستعجل تاع الكوفيد 19 دونك قررنا نحلوها بيسك الوحدة تاع المستشفى الجامعي تاع قسنطينة قفلت تتكفل بمرضى ولا بالأطفال اللي يلزمهم تكفل في مجال الإنعاش في مجموعة من الولايات الشرقية. Une équipe médicale composée de médecins spécialistes et de personnel paramédical de qualité encadre la quarantaine de lits de ce service infantile afin de prendre en charge les enfants malades qui ont tenu à lancer un message à leurs parents et amis. صحابي عائلتي توحشتكم بصح ما تجيوناش تجيبوا لنا المرض. أصدقائي وصديقاتي أنصحكم بالجلوس في البيت والالتزام بالقواعد للوقاية من هذا المرض. نشكر كل الجزائريين ونقدر نقول لصحابي احكموا دياركم ما تخرجوش وإن شاء الله فيها خير. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Bien sûr.
Voilà, donc c'était Smaïl Belkaïa qui nous a fait visiter l'hôpital de Constantine, particulièrement le service de pédiatrie, là où les enfants constantinois sont pris en charge. Voilà, donc comme je le disais en début d'émission, la circoncision, c'est le rendez-vous, on va dire le meilleur rendez-vous ces temps-ci, et pourtant beaucoup de mesures préventives à prendre en considération en ces temps de conjoncture, en cette conjoncture sanitaire quand même assez compliquée. Pour en parler, en notre compagnie, professeur Amina Taibi, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité, surtout pour un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Voilà, donc vous allez le partager avec nous, sensibiliser encore plus la population par rapport à la circoncision déjà d'une manière générale en temps normal, et puis en ces temps donc, de conjoncture difficile. Donc professeur Taibi, vous êtes chirurgienne. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, vous le savez, donc c'est la période là où il y a beaucoup de circoncisions. Donc en temps normal, là, il faut dire que les hôpitaux sont submergés par les enfants qui vont donc procéder à la circoncision. Et pourtant cette année, c'est quand même très particulier par rapport à cette question. Moi, je vais vous dire que toutes les années sont particulières par rapport à cette question. Le Covid encore plus. C'est vrai que c'est un rituel religieux. Mais il ne faut pas oublier, c'est un acte chirurgical qui peut être parfois dramatique. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La particularité du mois de Ramadan, c'est qu'il y a des circoncisions en masse. D'accord, qui sont organisées par les APC, par les associations caritatives. En plus des circoncisions déjà programmées par le personnel médical et paramédical et le reste. Donc imaginez, je dis et je l'assume, j'assume mes dires. J'ai travaillé dans le secteur hospitalier, ça a toujours été horrible. Je dirais que c'est une sorte de massacre à la tronçonneuse. C'est pas pour... je veux sensibiliser les gens. Vous avez toute l'année pour faire des circoncisions. Rien ne dit qu'il faut le faire pendant le mois de carême. C'est juste une habitude qu'il faut arrêter. C'est une tradition en fait qui a été héritée de père en fils. Voilà. Et pourtant... Et qui se fait, et je le dis et je le redis, d'une façon anarchique. D'accord? Déjà, du point de vue chirurgical, on ne peut pas stériliser. Donc là, vous parlez déjà en temps normal. Hein? En temps normal, je vous parle en tant que chirurgienne. Déjà que c'est difficile. Écoutez, si on a 50, 100 circoncisions par jour dans un hôpital, vous pensez que tout ce matériel va être stérilisé convenablement? C'est impossible. Vous pensez que c'est tous les chirurgiens qui vont se mettre à faire des circoncisions? C'est impossible. Il y aura des internes, il y aura des externes, des résidents, des infirmiers. Il faut qu'on s'entraide. Je vous ai dit, j'assume mes dires. C'est pour ça que c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. C'est pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs. Oui, non, c'est un sujet qui m'a tenu à cœur. Ça n'a aucun sens. Surtout la veille de l'île de faire des circoncisions en masse. D'ailleurs, il y a eu un incident. Je veux bien en parler pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ceux qui omettent de le mentionner, c'est le fameux incident des circoncisions de l'Khroub en 2006, où il y a eu des circoncisions massives, d'ailleurs organisées par l'APC de l'Khroub de Constantine, qui s'est faite dans une école primaire, d'accord, où il y a eu un massacre. 9 enfants ont eu des dégâts qui n'ont pas pu être réparés psychologiquement, d'ailleurs, ni psychologiquement, ni chirurgicalement. D'ailleurs, ils ont été envoyés en Belgique par des prises en charge. Ils se retrouvent avec un petit moignon, les pauvres. Donc, il faut éviter les circoncisions en masse. Donc, il faut vraiment tout le travail à la chaîne est mauvais, qu'il soit pour la circoncision ou autre chose. D'ailleurs, suite aux incidents de l'Khroub, il y avait un circulaire du ministère en 2006. D'accord? La circoncision, c'est un acte chirurgical qui est bien codifié. Les gens ne savent pas beaucoup de choses, c'est l'occasion de sensibiliser. Alors, le circulaire de 2006, qui est relatif à la prise en charge des circoncisions, d'accord, c'est le numéro 006, voilà, qui stipule que, dans ce cadre, l'acte de la circoncision ne peut être pratiqué que par un chirurgien, d'accord? Un chirurgien, donc qu'il soit chirurgien adulte, chirurgien infantile ou urologue. D'accord? Les autres spécialités, il est hors de question. Et même en dehors du milieu médical, les infirmiers et tout, il est hors de question. Même le barbier, même s'ils ont de l'expérience, il est hors de question. Parce que c'est vrai que c'est un rituel religieux, comme j'ai dit, mais il ne faut pas oublier que c'est un geste chirurgical qui répond à des conditions et des normes strictes. D'accord? Donc, par un chirurgien, dans une structure sanitaire publique ou privée, d'accord, structure sanitaire. Qu'est-ce qu'on entend par structure sanitaire? Pas dans un cabinet médical ni à la maison. Donc, à l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital? Ni dans une école d'ailleurs. Alors là, l'école, ne parlons même pas. À l'hôpital ou en clinique privée, d'accord? Même si on va voir un chirurgien dans son cabinet, il n'y a pas de souci. Tous les chirurgiens sont conventionnés avec des cliniques. Ils vont faire leur circoncision dans les cliniques. Moi, en toute honnêteté, je refuse indirectement. J'explique aux malades, aux parents de malades pourquoi. Je leur dis, voilà, c'est vrai que généralement, ça se passe bien.
Mais il y a des choses qui sont individuelles qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Il peut y avoir un malaise vagal. Je vais utiliser des termes très simples pour que les gens comprennent. Le malaise vagal, c'est quoi? Il faut savoir que ce n'est pas l'anesthésie qui va entraîner ce choc à l'enfant. Parce que l'anesthésie est calculée, il faut dépasser une certaine dose en fonction de la surface corporelle pour que ça donne un état de choc. D'accord? Chose qui n'arrive pas en cas de la circoncision. Vous savez, c'est un enfant qui vient. Généralement, il n'est même pas préparé psychologiquement. D'accord? Qui voit, on le maintient. Il y a 3 ou 4 personnes, ils le maintiennent, les bras à la hanche, etc. Déjà, le choc. D'accord? C'est horrible. Voilà. C'est pour ça que moi, j'exige les parents lors de la circoncision. Donc, cet enfant va pleurer, il va voir des instruments, il va se débattre. Qu'est-ce qu'il va faire quand on pleure? Il y a un manque d'oxygène. La douleur, qu'est-ce qu'elle entraîne? La douleur, il y a un manque d'oxygène. S'il y a un manque d'oxygène, cette douleur va augmenter. Donc, il va y avoir un signal qui va être transmis au système nerveux central. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Une diminution de la fréquence cardiaque, une chute brutale de la tension artérielle. Il y a ceux qui peuvent compenser rapidement, il y a ceux qui ne peuvent pas compenser. J'explique aux parents, voilà le risque. Dans un cabinet, on n'a pas de source d'oxygène. Moi, j'ai tout le matériel d'urgence, il n'y a pas de souci, l'adrénaline, etc. Mais dans les cabinets, on sait tous qu'il n'y a pas de source d'oxygène. Donc, quand je dis aux parents de l'enfant ceci, ils comprennent parfaitement. Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Je préfère le faire dans le cabinet, c'est moitié prix. Je comprends. Mais si on leur explique pourquoi, ils me disent non, 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 je ne prends aucun risque, même s'il est très minime. Et moi, je suis tranquille. Voilà, mais après, il faut aussi penser au traumatisme qui risque d'être irréversible pour l'enfant aussi. Le traumatisme psychologique de la circoncision, le traumatisme... Les deux traumatismes, on parle des deux. Donc déjà, le traumatisme psychologique... Le traumatisme psychologique, je vous ai dit, c'est pour ça que moi, je fais rentrer les parents lors de la circoncision. Parce que c'est une sorte d'assurance pour l'enfant. Il ne connaît personne, il commence à pleurer, il voit des instruments, il va le charcuter. Il va prendre des choses comme ça. Non? Donc, les parents, il faut qu'ils assistent. Je suis désolée, quand ils peuvent, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Je laisse les parents assister. Donc, il faut savoir que la circoncision, du point de vue légal, se fait par un chirurgien, pas autre chose, dans une structure hospitalière ou privée sanitaire. Ça veut dire clinique privée, pas autre chose. Qu'on s'entende sur ça. D'accord? Je ne vous mens pas, très active sur les réseaux sociaux, j'oriente, j'aide, tout ce que vous voulez, mais parfois je vois des gens qui cherchent des circoncisions et on leur propose, voilà, le cabinet de tel là, qui n'a aucun voir avec la chirurgie. Il faut arrêter ce genre de... Franchement, parce qu'écoutez, il y a des complications qui sont inhérentes à la circoncision elle-même, elles existent. Elles sont minimes, elles sont gérables. Quelles sont ces complications? Peut-être qu'on va sensibiliser encore plus, on va informer encore plus. Quand c'est fait par un chirurgien, quand c'est fait par autre chose, chacun assume ses responsabilités. Mais sinon, quelles sont les complications qui peuvent subvenir? Les complications inhérentes à la circoncision elle-même, nous pouvons avoir des saignements après la circoncision, on peut avoir un fil de suture qui a lâché, on peut avoir un hématome qu'on ne pouvait pas prévoir, on peut avoir des infections. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Et on peut avoir à la longue une cicatrisation qui tarde. Voilà. Et il y a des complications qu'il ne faut pas oublier. Je vous ai dit, ces titres individuels qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est le malaise vagal qui peut vraiment être dramatique. Ça, c'est les complications quand le chirurgien le fait. D'accord? Les autres complications, quand ce n'est pas un acte chirurgical, même s'ils ont l'habitude de le faire, d'accord? Les autres complications, on peut avoir une section du gland, de l'urètre, de beaucoup de choses. Des complications qui, parfois, sont très difficiles à réparer. Il ne faut pas s'amuser. Franchement, il ne faut pas s'amuser. Je vous ai dit, c'est pour ça que c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. De toute façon, ça se sent. Hein. Vous parlez beaucoup de révolte, finalement. C'est pas ça. Les gens ne savent pas. Certains favorisent aussi cette anarchie. Parce qu'ils disent non, parce que tel m'a dit de partir dans cet endroit, donc je pars. Il a plus d'expérience. Non, c'est un acte chirurgical, je vous ai dit, qui est bien codifié et qui est bien systématisé. Donc franchement, vous avez toute l'année pour faire des circoncisions. On n'attend pas la veille de Sabah Ashri. D'accord? Et en ce temps de Covid, le problème, c'est clair. Vous savez, quand on ramène quelqu'un pour la circoncision, c'est toute la famille. D'accord? Comme on dit, la famille, les amis, le chien et la compagnie. D'accord? Voilà, donc imaginez ce monde avec beaucoup d'enfants. Donc le risque de transmission de la chaîne du Covid dans la structure hospitalière et aussi, même si on leur interdit de faire des fêtes, ils feront des fêtes quand même. On le sait. Donc il faut éviter les rassemblements.
Et justement, cette année, comment c'est organisé les circoncisions au niveau des hôpitaux? Écoutez, ce n'est pas organisé. Il ne faut pas organiser. Il y a une instruction du 14 mai 2010. Le 14 mai. D'accord? Donc c'est très récent. Le 14 mai 2020. 2020, pardon, j'ai dit 2010. Alors, pour les directeurs des établissements hospitaliers, pour les directeurs des établissements hospitaliers spécialisés, pour les établissements publics hospitaliers, pour le public de la santé de proximité, d'accord? Considérant que de tradition, les opérations de circoncision au cours du 27e jour du mois sont organisées de façon collective avec un nombre d'accompagnements important dans les hôpitaux, les œuvres sociales, syndicats, etc., mais aussi de fêtes familiales regroupant un grand nombre de personnes. Considérant que cette célébration qui coïncide avec l'épidémie de Covid-19 est incompatible avec les mesures de prévention prises pour réduire les risques de contagion et de propagation, à cet effet, je vous demande de différer momentanément toute opération de circoncision jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire. Je ne sais pas où est la caméra, c'est circulaire du ministère. Donc c'est déjà pris en charge. Il faut l'appliquer. Il ne faut pas transgresser les circulaires. Il faut les appliquer. Tout simplement. Donc cette année, il n'y aura pas de circoncision. C'est passage pour le Ramadan, voilà. Autour du 27e jour. La circoncision doit être programmée et même en dehors du Ramadan, les circoncisions en masse, il faut les éviter. Vraiment. Il faut les éviter. Il faut les éviter. Voilà, mais sinon, pour la circoncision elle-même, donc quel est l'âge idéal que vous recommandez donc, pour la circoncision? Franchement, moi, en toute honnêteté, je les préfère tout petits. Tout petit, il n'y a pas d'âge, mais je les préfère tout petits. Tout petit, à la naissance, 8e jour. À la naissance? Voilà. Voilà, c'est pour éradiquer tout traumatisme peut-être? Non, c'est pas ça. C'est plus rapide, ça saigne mieux, ça saigne moins, ça cicatrise mieux. Ça cicatrise plus, voilà. Plutôt plus vite. Voilà. Bon, il y a des mesures d'hygiène à prendre, c'est clair. Mais je les préfère tout petits, je vous mens pas. C'est vrai? Et puis, oui, en plus, il y a un certain... 8e jour, comme les juifs, comme les musulmans, comme tout le monde. D'accord, 8e jour, oui. Oui, 8, 15e jour. Pour moi, c'est l'idéal. Oui. Mais il n'y a pas de... Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Il n'y a pas d'âge précis. Voilà, mais sinon, oui, allez-y. Il y a ceux qui veulent attendre jusqu'à 4-5 ans. Ils disent pour que l'enfant assiste à sa fête. Ce n'est pas une fête, c'est un massacre. Franchement. Oui, vous dites que c'est un massacre, mais il y a beaucoup de garçons, enfin il y a beaucoup de... maintenant, les adultes qui se rappellent justement, qui ont assisté à leur fête, comme vous le dites si bien, qui se rappellent juste d'après la circoncision. Donc, oui, parce que l'argent et les cadeaux. L'argent et les cadeaux. Voilà, donc finalement, il y a un petit peu ce côté positif. Mais sinon, professeur, vous recommandez vraiment, c'est ce que j'ai compris en tout cas de votre discours, une préparation vraiment psychologique de l'enfant? Écoutez, une préparation psychologique et un examen clinique avant. D'accord? Il faut bien examiner l'enfant à la recherche de certaines malformations. D'accord? Il y a aussi le petit souci, je dirais, bon, c'est rare peut-être, khatnouh al-malaika. D'accord? Il faut consulter. Sûrement, c'est une malformation qu'il faudra prendre en charge. D'accord? Et il faut toujours demander un bilan de coagulabilité pour voir si l'enfant coagule bien, pour éliminer l'hémophilie. D'accord? Qui doit être faite dans un milieu hospitalier parce qu'il faut administrer des facteurs de croissance lors de la circoncision. D'accord? Généralement, c'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire. Ça veut dire que l'enfant rentre, fait sa circoncision et il sort. D'accord. D'accord? Mais pour les hémophilies, il faut une hospitalisation plus longue. Donc, il ne faut pas s'amuser. Pour ça, je vous ai dit, c'est un acte chirurgical qui répond à des règles bien précises. Donc, en fait, il y a avant, il y a pendant, les gens banalisent parce que c'est un rite traditionnel, religieux, et puis qui est hérité. Je dirais plus traditionnel, voilà. Traditionnel, voilà. Donc, ils oublient le côté chirurgical, médical. Voilà, donc finalement, il y a avant, pendant et le post-chirurgical. Comme tout acte chirurgical, même s'il est minime. Mais sinon, est-ce que vous recommandez, par exemple, un suivi juste après, donc une fois que l'enfant quitte l'hôpital, est-ce que vous recommandez quand même des consultations après? Non, on a toujours une consultation de contrôle pour voir comment ça se passe, d'accord? Il y a des recommandations, bon, c'est une chirurgie propre avec un matériel stérile, donc il n'y a pas de souci, on ne donne pas d'antibiotiques. La douleur est gérable, franchement, elle est modérée, elle répond facilement au paracétamol. Il ne faut pas, quand c'est un petit enfant, que le gland touche la couche, d'accord? Donc il faut lubrifier pour que ça ne colle pas. C'est tout, il y a des mesures à prendre. Contrôle, si le fil n'est pas tombé et qu'il serre la peau et tout, on l'enlève. Alors si le fil ne tombe pas, pendant combien de temps, pendant combien de jours? Bon, on le laisse tant qu'il ne serre pas, tant qu'il n'entraîne pas
d'inflammation, on le laisse, il n'y a pas de souci, parce que c'est du fil qui est résorbable. D'accord. Voilà. D'accord, mais sinon, vous recommandez aussi une prise en charge, une préparation, on va dire, psychologique pour les parents? Moi, je suis pour, écoutez, je suis une maman avant d'être chirurgienne, je suis pour les préparations psychologiques des enfants. Même pour les parents? C'est clair. Surtout? Oui. Surtout, parce que finalement, c'est eux on qui a vont des gérer parents par qui la sont suite. tombés dans les pommes, lors de la circoncision de leur enfant. Quand même, hein? Ah ben oui. Oui, c'est quand même dur de voir son enfant souffrir aussi, hein, il faut le dire. Ça dépend. Ça dépend. Oui. C'est des caractères, on va dire. Non, ça dépend. Quand on accepte la chose, quand on est fort, etc., il n'y a pas de souci. Ça dépend du caractère, donc je ne pourrais pas vous dire. Voilà, mais sinon, quelles sont les mesures d'hygiène donc, à prendre après donc pour une meilleure cicatrisation? Propre, comme on dit à l'ancienne, l'eau et savon de Marseille. Hein. Laver avec l'eau et le savon de Marseille. Voilà. Du sérum et lubrifié. Ah bah, très bien. Donc, je pense que nous avons fait le tour un petit peu sur la circoncision. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Un dernier mot, je tiens à rendre hommage à toute la famille médicale. Oui. Vraiment, c'est très triste quand on voit que dehors, les gens ne prennent pas leurs précautions. Et cette famille médicale, médecins, infirmiers, ambulanciers, tout le monde, hein, je dis toute la famille médicale, qui ne voit pas leur famille qui n'ont pas vu leur famille depuis 2 mois. D'accord? Et on voit les gens dehors qui ne prennent aucune précaution. Je leur dis qu'il faut être plus sage et plus civique. Et aussi, je tiens à rendre un très grand hommage au professeur Sihmed, qui a été vraiment une perte pour la chirurgie en tant qu'homme et en tant vraiment un homme de savoir qui a vraiment brillé dans son silence. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir que c'était le pionnier vraiment de la greffe rénale en Algérie. Oui. Et aussi, je vous ai dit, je suis très active sur les réseaux sociaux. Si ça ne dérange pas la population, on les a aidés depuis le début de cette pandémie. Depuis toujours, pas seulement le début de cette pandémie. Voilà, non, depuis toujours, et surtout, c'est pourquoi j'insiste sur ça. Nous le savons tous que le matériel de protection manque dans les hôpitaux. Donc, on fait toujours un appel aux dons pour le matériel, pour qu'on puisse leur offrir du matériel de protection, parce qu'il faut savoir que c'est du jetable. Voilà. Normalement, il doit être renouvelé toutes les 4 à 5 heures. D'accord? Et ce n'est pas disponible. Eux seuls, ils ne peuvent pas acheter pour tous les jours, c'est impossible. Donc, je fais un appel aux dons pour nous aider à collecter des fonds ou sinon un matériel de protection. Voilà. De toute façon, je suis très active. Emina Taibi. Taibi, c'est A-Y-E-B-I. Voilà. Ah bah, voilà. Et vraiment, je vous remercie et j'espère que j'ai été claire. Très clair, voilà. Très clair. Avec des textes de loi, je n'ai rien inventé. C'est voilà, ça va encore donner plus d'arguments finalement à mieux prendre en charge la situation. Professeur Taïbi, on va profiter donc de votre présence pour présenter nos condoléances. Il faut dire que depuis donc, le début de la pandémie, nous avons quand même perdu pas mal de personnes donc, du corps médical qui se sont donc consacrés, qui ont consacré toute leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour cette population. Et donc c'est normal de sacrifier en tant que médecin. C'est comme les militaires, c'est normal qu'ils se battent pour son pays, qu'ils tombent dans le champ d'honneur. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on les voit se sacrifier, mais les gens ne prennent pas leurs précautions. Je trouve ça rageant. C'est tout. Ouais, voilà. Et justement, donc je disais, on profite de votre présence pour présenter nos condoléances donc, à Dr Bodissa Lerhama qui nous a quittés et qui était enceinte donc, de 8 mois. Elle n'a que 28 ans, donc qui est de Sétif, qui nous a quittés donc, suite à sa contamination horrible, je sais. Justement par le Covid. Donc je me rejoins à vous pour encore lancer cet appel de rester chez vous. C'est la meilleure façon de vous aider finalement, professeur. Hein. Rester chez soi, c'est vraiment la meilleure façon de vous aider. Tout à fait. Voilà. Un dernier point. Je me suis rappelé. Il y a certains, quand on leur dit, il faut que ça se fasse par un chirurgien. On nous dit, non, il n'y a pas de problème. Je vais chez ce tel qui ramène un chirurgien. Qui vous dit que c'est un chirurgien? Est-ce qu'il vient de l'hôpital? Est-ce qu'il vient d'ailleurs? Où est l'ordonnance? Où est le certificat de circoncision après? Arrêtez le geste. De circoncision doit être codifié chez des personnes particulières et qui sont bien définies. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Alors, je rappelle, professeur Emina Taibi, donc vous êtes chirurgienne. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous.